Merci donc à professeur Germain pour son introduction. Bon, il m'a fait la question. Hein. Malheureusement, je ne m'attendais pas à avoir des questions au cours de cette présentation. Là, je dois commencer par répondre déjà à une question. En fait, la matière condensée, c'est tout ce qui a rapport à la matière, aux matériaux, tout ça. D'accord? Donc, parlant de matériaux, donc on voit par exemple les métaux, les composites, aussi les minerais, hein, tout ce qui est minerais, les alliages. Donc voilà, c'est un peu grosso modo. Donc c'est ça la matière condensée. Donc, par contre, ma thèse portait sur ce sujet. C'est propriété physique et mécanique d'un matériau composite. Ouais, en fait, c'est une combinaison de deux métaux, à savoir le cuivre, que vous connaissez sans doute, et le niobium, peut-être vous connaissez un peu moins. D'accord? En fait, l'idée c'est quoi? En fait, on voulait avoir un matériau justement pour produire de champs magnétiques intenses. Donc, c'est-à-dire la production de champs magnétiques intenses, justement, requiert donc, un matériau très résistant et aussi bon conducteur de l'électricité. Mais malheureusement, ou heureusement, hein, je ne sais pas. Donc, les matériaux usuels, les bons conducteurs, hein, comme l'argent, le cuivre, etc., n'ont pas de grandes propriétés mécaniques. Maintenant, il fallait trouver une combinaison de matériaux avec ces caractéristiques, c'est-à-dire un matériau qui soit à la fois résistant et aussi bon conducteur de l'électricité. Donc voilà, c'est dans ce but-là qu'on a réalisé la thèse pour essayer non seulement de mettre au point ce matériau-là, qui n'existait pas déjà d'ailleurs, et qui dit mise au point de nouveaux matériaux, maintenant on doit pouvoir donc établir ce que l'on appelle donc sa carte d'identité, c'est-à-dire ses caractéristiques. Donc ma thèse s'inscrivait donc dans ce domaine-là. Donc c'est-à-dire je devais caractériser ce matériau. J'avais aussi participé un peu à la fabrication, mais essentiellement donc c'était la caractérisation mécanique et électrique que je faisais au cours de cette thèse. J'espère répondre. D'accord. Je voudrais remercier donc dans un premier temps l'équipe, toute l'équipe de la commission vie universitaire qui a fait appel à moi pour présenter je ne sais quoi. Vous allez peut-être être déçus donc à la fin de la présentation parce que je ne suis pas doué pour cela. Donc, mais on verra, je vais quand même essayer aujourd'hui de regarder avec vous ce sujet. C'est-à-dire apport des sciences fondamentales et appliquées dans le développement. C'est très très vaste ce sujet. Donc si vous regardez la science d'une manière générale, sciences humaines et sociales, sciences fondamentales et appliquées, communément appelées les sciences de base, donc on les retrouve partout, dans tout ce qu'on fait, donc on retrouve la science. Donc là, je vais essayer aujourd'hui donc de partager un peu avec vous sur les apports de la science, ou bien des sciences fondamentales et appliquées uniquement. Donc je vais laisser de côté les sciences humaines. Et voilà. Maintenant, en guise d'introduction, je voulais partager avec vous deux citations. La première du professeur Van,
donc, qui, lui, est fondateur du Centre international de sciences et d'éducation interdisciplinaire. Donc, c'est un Vietnamien, mais je crois que c'est aussi franco-vietnamien parce qu'il a enseigné en France, donc avec près de 30 ans de carrière dans les universités françaises, etc. Donc voilà, je vais citer ici. Donc, il a déclaré que les sciences fondamentales sont indissociables du développement durable. Elles apportent les capacités de formation et les savoir-faire nécessaires à l'application des innovations dont le Vietnam en particulier, mais c'est tout pays, toute région, a besoin pour passer des objectifs généraux à des actions efficaces. L'autre citation, c'est du professeur Schultz, directeur général délégué à la science au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, c'est une institution française. Donc lui, il a déclaré que tous les objectifs de développement durable nécessitent l'apport des sciences fondamentales et les enjeux opérationnels doivent être guidés par des choix éclairés. Pour avancer, nous devons écouter et mettre en avant la parole scientifique. C'est-à-dire, là, on ne parle pas de foi, hein, c'est pas la foi, hein, donc c'est la science donc, qui doit guider nos choix en termes de politique. Hein. Voilà. Donc, là, je vais essayer de voir avec vous donc la question déjà de recherche hein, à travers le monde. Donc, quelle importance on accorde justement à la recherche scientifique et pour ensuite enchaîner avec quelques applications des sciences dans la communication, le transport, l'agriculture et on va terminer justement par les apports de la science en médecine. Voilà. Après, je ne sais pas comment on procède. Moi, en tant qu'enseignant, donc j'avais oublié de le dire. C'est vrai que le professeur Germain m'a présenté comme étant normalien supérieur. Oui, moi, j'en suis fier. Donc, je suis enseignant de formation. Hein? Donc, moi, parce que donc, pour la vie, m'a été enseignant. Donc, c'est ça me revendiquer. D'accord? Déjà, donc, j'aime pas quand on m'appelle recteur ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est déjà l'enseignant. Et normalien supérieur surtout. Voilà. Donc, maintenant parlons. Donc, je ne vais pas définir la science. Hein. Donc, je pense que vous savez déjà hein, ce que c'est. Mais là, je présente quelque chose. En fait, ça, c'est ces images-là où c'est donné, justement, c'est d'un rapport de l'UNESCO sur la science qui date de 2021. C'est assez récent. Mais là, il nous montre à travers le monde, justement, donc les dépenses, c'est-à-dire ces pourcentages par rapport au PIB, produit intérieur brut, de quelques régions ou pays, donc investi justement dans la question de la recherche. Voilà, donc ça c'est global. Après je peux justement vous passer le PowerPoint, donc vous allez soit rester en contact avec Madame Jean, hein, donc pour justement récupérer si ça vous intéresse la présentation. Mais là je vais me focaliser sur l'Union européenne ici, les États-Unis et la Chine. Okay. Donc, on va regarder. Donc, ici, ce qui m'intéresse le plus, c'est la Chine. Maintenant, il y a quasiment une guerre commerciale entre, dans un premier temps, les États-Unis et la Chine, et un peu moins entre la Chine, l'Union européenne, etc. Voyez? Et l'évolution, si vous voulez, de la Chine qui m'intéresse le plus, c'est vraiment environ 3 décennies. Hein? C'est pas énorme. Donc, regardez bien. Donc là, si on regarde, par exemple,
de 2014 à 2018, maintenant, ici, pour l'Union européenne, ça a chuté. C'est-à-dire ici, de 2014, donc le pourcentage en termes de PIB était de l'ordre de 19,1%. Et ça a passé en 2018 à 18,2%. Okay? Donc si l'on regarde, donc même constat pour les États-Unis, donc 2014 16,9% et 2018 16,2%. Mais par contre, pour la Chine, donc en 2014, le pourcentage du PIB investi, si vous voulez, dans la recherche scientifique était de 15,1%, mais ça a augmenté, vous voulez, c'est passé à 17,1% en 2018. Donc déjà là, on peut, si vous voulez, remarquer, en fait, c'est pas le hasard. Hein. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas le fruit du hasard. Ça, vous pouvez me croire. Donc, c'est pas prier à le prier ou pas à le jeûner. C'est pas non plus caille boko, etc. Donc, c'est justement parce que, pas que la Chine, mais ces pays États-Unis ou les pays de l'Union européenne ou de l'Europe d'une manière générale, c'est parce que justement, vous avez des dirigeants visionnaires donc, qui ont misé sur la science. Donc, et c'est pareil, vous voyez, tout c'est en nette augmentation par rapport à la Chine. Donc, là, on passe de 2014 à 2018, dans environ 4 ans. Par exemple, ici, maintenant, donc là, et si on regarde ici, là, donc c'est les brevets. Donc, par exemple, vous remarquez justement, donc par rapport au monde, si vous voulez, donc c'est-à-dire si vous avez 100% de brevets déposés à travers le monde, eh bien, en 2014, la Chine détenait de 26,5% des brevets, 2014. Et en 2018, donc ça passe de 26,7% à 31,7%. Et vous pouvez aussi remarquer que pour les États-Unis, donc ça a chuté. Ça passe de 22,5% à 21,7%. Et idem, si vous voulez, pour l'Union européenne. Donc c'est-à-dire donc, la place que la Chine occupe actuellement donc, dans le monde, elle le mérite. Elle a travaillé et le travail paie toujours. Donc on continue, c'est le même rapport. Donc là, et justement, on va parler donc, de l'investissement dans la recherche-développement en pourcentage du PIB par région et par pays, encore de 2014 à 2018. Donc ici c'est l'Union européenne. Donc là, bien évidemment, ça a augmenté. Donc ça a passé de 1,94% à 2,02%. Les États-Unis, donc petite augmentation de 2,72% à 2,84%. La Chine, donc 2,03% en 2014 et 2,19% en 2018. C'est-à-dire que ça continue à augmenter au niveau de la Chine. Mais maintenant, on a les Caraïbes. Les Caraïbes, vous savez que Haïti fait partie justement de la Caraïbe. Donc maintenant, en 2018, le pourcentage, c'est un pourcentage, c'est 0,08%. Et en 2014, donc, c'est passé à 0,09%. Bon. Je vous laisse tirer la conclusion. En fait, donc, je peux déjà vous dire que
ben, notre cher pays n'a pas contribué à ce pourcentage parce qu'à ma connaissance, on n'a pas encore de budget de recherche dans l'enseignement supérieur en Haïti. Maintenant, en termes de nombre de chercheurs, ben oui, pour faire de la recherche, justement, il faut les chercheurs. Donc là, maintenant, on va voir, donc c'est le nombre de chercheurs par million d'habitants. Encore pour l'Union européenne, donc sur 1 million d'habitants, donc on a fait, si vous voulez, en 2014, 3493 chercheurs, chercheuses aussi, pas que les garçons. Et c'est passé en 2018 à 4069. Pour les États-Unis, 2018, 4205. 2014, pardon. 4205 et 2018, 4412. Donc c'est en nette augmentation. Donc pour la Chine, vous voyez, c'est passé de 1089 à 1307. C'est-à-dire, malgré leur position, si vous voulez, donc ils continuent justement à investir dans la formation, dans les infrastructures, tout ça, etc. Donc c'est-à-dire la recherche scientifique, l'enseignement supérieur dans ces pays-là, c'est vraiment une question d'État. Donc c'est la politique de l'État qui dicte en général donc les recherches. Bon, malheureusement, donc ces derniers temps, on a tendance dans certains pays, si vous voulez, donc on a tendance à aller uniquement vers des recherches appliquées. Parce que la raison est simple, c'est que qui finance commande. Donc l'industrie maintenant finance des recherches, mais l'entrepreneur, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les profits. Donc c'est-à-dire l'entrepreneur ne va pas investir dans la recherche fondamentale qui pourtant est source d'innovation. On pourrait prendre par exemple la recherche fondamentale par exemple d'Albert Einstein sur la relativité générale, donc qui quelques temps après, donc environ 5 à 6 décennies, donc va déboucher sur l'invention du GPS. Ok? Donc c'est peut-être l'une des solutions. Donc justement l'équation de la relativité générale d'Einstein donc devrait avoir plusieurs solutions. Donc pour l'instant c'est pas encore totalement résolu, mais là on a abouti avec une des solutions qui maintenant nous donne donc ce que l'on appelle GPS. Oui, là encore, donc pour les Caraïbes, donc regardez bien en 2018, donc pour 1 million d'habitants, donc on avait 520 chercheurs. Là c'est intéressant. Maintenant, donc ce graphique-là, en fait, nous présente de 2008 à 2018 la tendance en matière de dépenses de recherche. Et vous remarquez, donc, bien évidemment, donc on a en tête les États-Unis. Donc c'est en milliards de dollars. Donc c'est-à-dire qu'en 2008, les États-Unis ont investi 377,6 milliards de dollars dans la recherche en 2008. Et en 2018, cette somme est passée à 460,6 milliards de dollars. Eh bien, évidemment, vous regardez, tendance ici, là, c'est la Chine. C'est en nette progression. Mais si vous remarquez, donc, par exemple, pour les États-Unis, ça a stagné donc quasiment de 2008 à 2015, avec une petite augmentation 2016, 2017 et 2018. Mais la Chine ici est en nette augmentation.
C'est-à-dire, donc, en 2008, hein, donc, elle investissait donc 137,7 milliards de dollars. Et en 2018, donc, c'est passé à 439 milliards de dollars. Bon, pour le Japon, ça stagne, donc, comme vous pouvez remarquer ici. Donc, on peut prendre d'autres pays, par exemple, si on a l'Allemagne, donc, la Corée du Sud, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, etc., le Brésil. En fait, tous ces pays donc, que vous appelez aujourd'hui pays développés ou industrialisés, en fait, la clé, c'est ça. Parce qu'à un moment, ils se sont dit, ben, justement, si on veut vraiment sortir de la pierre, il faut former, éduquer les... Ça ne marche pas. Voilà, donc les individus. Par exemple, c'est justement, il faut mettre l'humain au centre de tous nos projets. Ben, c'est vrai, donc là maintenant, donc on parle environ depuis une décennie donc de l'intelligence artificielle, de ça, le robotique, mais c'est déjà l'humain qui doit être au centre de tout. Maintenant, sciences et communication. Là, c'est un appareil. Ça ressemble à quoi d'après vous? C'est quoi déjà? Mais je fais la question, vous me répondez. Hein? Moi, tout étudiant me connaît, me pose une question, il faut qu'on réponde. Je ne suis pas d'accord pour me mépriser. Donc, même si vous dites une bêtise, mais dis ça, on va vous dire quand même. C'est quoi déjà? Ben voilà. Donc, justement, c'est le premier téléphone. Hein. D'accord? Donc, qui a été inventé justement par le professeur Bell, justement, Graham Bell, donc de l'université de Boston. Ça ressemblait à ça. Voilà. En fait, c'est la fameuse phrase. Hein. Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. Donc, c'est cette phrase qu'il a prononcée justement pour tester. Hein. Donc, le 10 mars 1876. C'est-à-dire, justement, Watson était son assistant. Maintenant, donc, voilà, donc, il prend Watson, il était dans la salle, il voit Watson dans l'autre salle, et puis, il prononce cette phrase-là, effectivement, le regarder Watson vient joindre, il dit, eh bien, moi, j'ai réussi. C'est-à-dire, donc, il, par là même, inventé le premier téléphone. Maintenant, justement, donc, c'est l'objectif de la science, on essaie d'améliorer. Maintenant, un autre chercheur, Martin Cooper, lui, le 3 avril 1973, donc, a mis au point ce téléphone. Donc, moi, je passe les gens qui, quand même, là, j'avais qui vieux, même j'avais, mais je connais, hein, donc, les téléphones là. Ouais, donc, c'est une nette amélioration. Et aujourd'hui, voilà à quoi ressemble le téléphone. Donc, la question, c'est pour qui ça? C'est vrai que mais peut cuisiner, hein, donc nous pas suivre à la lettre évolution. Eh bien, comprenez bien que pour nous passer de ça comme téléphone, ouais, nous transiter par modèle ça et maintenant nous arrivons là. Et là, je ne parle pas de performance non plus. Maintenant, c'est plus performant. Donc, notre téléphone aujourd'hui, c'est un mini ordinateur. On peut tout faire avec. Ouais. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est l'évolution de la science. C'est les découvertes et surtout les travaux qui s'effectuent surtout en termes de matériaux, des semi-conducteurs, tout ça, donc qui nous amènent justement à ce téléphone. Donc, c'est quasiment, donc on parle de smartphone, c'est-à-dire justement, c'est un téléphone intelligent. Hein? Donc, des fois, c'est le téléphone qui nous dit, ah ben oui, voilà. Moi, donc, par exemple, si vous remarquez, par exemple, avec tout ce qui est plateforme, réseaux sociaux, ben, en général, donc, ils proposent au contenu habitué à regarder.
Ouais? Donc, ça, c'est-à-dire, il dit, mais qui sont d'intérêt. Donc, maintenant, téléphone dans la journée aujourd'hui, hein, donc, à travers, s'ouvrir en plateforme, ça, yo, donc, yo, cap déterminer sans d'intérêt. Donc, du coup, pour connaître contenu, pour proposer tout ça. Ben voilà. Et sciences et communication, maintenant, ça, c'est quoi déjà? Ben oui, ça, c'est le premier ordinateur. Ouais. Donc, ça ressemblait à ça. OK? Donc, c'est-à-dire, ici, c'est fabriqué en 1946. Cet ordinateur-là faisait environ 30 tonnes. Hein? Ben, je vous rappelle, par exemple, une tonne, c'est 1000 kg. D'accord? Donc, quand on dit 1000 kg, donc moi je ne sais pas, hein, et pour ce Germain, il doit faire environ 100, 105, 110 kg. Hein? Moi, c'est 98 kg. Hein? Donc, c'est-à-dire le premier ordinateur, justement, faisait 30 tonnes. Donc, c'est-à-dire 30 000 kg. Et ça occupait une surface de 167 mètres carrés. Ouais. Donc, c'est ça, le premier ordinateur. Moi, je ne sais pas, hein, pour essayer de comparer. Donc, cette salle-là doit faire 10 fois 5, 50? Ouais, 50 mètres carrés environ. D'accord? Donc, mais par contre, le premier ordinateur donc, a occupé une surface justement de 167 mètres carrés. C'est énorme. Maintenant, aujourd'hui, on a ça. Donc, c'est environ 3 kg. Mais je viens de vous dire aussi, ben, il y en a donc, qui font moins de kg. Parce que justement, nos portables, hein, les smartphones, iPhone, etc., c'est quasiment des mini-ordinateurs. Avec tout ça, c'est grâce, si vous voulez, à l'évolution de la science. Hein? C'est-à-dire les investissements qui se font, etc. Donc, aboutissent à ça aujourd'hui. Science et transport, bon, ben oui, comme on le dit, donc maintenant, c'est, voilà. Et voilà à quoi ressemblait, est-ce que je peux appeler ça voiture, je ne sais pas. Voilà, c'était ça. Hein, pour le transport. Ouais. Donc, on l'a appelé donc, le fardier. Donc, c'est construit par Joseph Cugnot en 1771. Hein? Donc, c'est la première automobile. Donc, ça fonctionnait donc, avec justement un moteur à vapeur. Et la vitesse était de 3,5 km par heure. D'accord? Ben oui. Ben ça a évolué. Okay. Donc, par exemple, en 1884, de Bouteville et Léon Maladet, donc qui va pour la première fois utiliser un moteur à combustion. Donc après, depuis l'invention de la première automobile, donc on a toujours utilisé ce que l'on appelle les moteurs à vapeur. Et ben voilà, et on continue d'améliorer. Et aujourd'hui, voilà, donc les modèles de voitures que donc maintenant, et déjà, hein, on a des voitures hein, commercialisées, donc qui n'ont pas besoin de conducteur. Donc, c'est-à-dire, ou un programme de machine là, et même mes côtés pour aller, les maintenant. Voilà. Voyez, donc tout ça, justement, c'est encore l'évolution de la science. D'accord, les travaux, etc., de recherche, donc, nous ont conduit à ça. Et comprenez bien, donc là, en termes de vitesse, ben, c'est énorme, c'est même catastrophique. Donc là, pour l'instant, donc on est obligé hein, dans certains pays à limiter, par exemple, sur les autoroutes, la vitesse. Moi, je pense en Europe, par exemple, sur les autoroutes, c'est environ 130 km par heure. Mais on peut aller bien au-delà. Hein.
comprenez bien? Donc, c'est-à-dire, machine aujourd'hui, je dis, tellement puissant, ouais, ou tellement qu'à aller vite. Donc, pour éviter accident, il faut limiter vitesse maximum. Mais pas oublier que nous, les premières voitures là, nous étions à environ 3 km par heure. Ouais. Et nous pas gagné près de 5 décennies après en termes de vitesse pour passer à 30 km par heure. Et aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 300 et même plus km par heure. Voilà. Ça aussi. Et bon, parce que nous connaissons ça aussi, c'est les trains. D'accord, c'est les TGV. Donc, train à grande vitesse. Vous voyez, qui est capable d'atteindre, par exemple, ce train-là, ce modèle-là, peut atteindre jusqu'à 320 km par heure. Ouais. Bon, par contre, ici, en termes de kilométrage, parce que ça, c'est un déficit que nous gagnons. Par exemple, Château à centre-ville, c'est environ 5 à 6 km. Ouais. Donc, c'est-à-dire, l'heure où un mobile qui est capable de mettre, par exemple, parcourir 1 km, hein, c'est-à-dire parcourir, donc, justement, 1 km, et, pardon, 500 km en 1 heure. C'est ça, ça veut dire. C'est 500 km qui parcourt en 1 heure. Donc, par exemple, pour les gens qui connaissent Marfran, par exemple, commune Marfran, nous connaissons. Ouais, pour sortir la ville, donc pour arriver à Marfran, c'est 16-17 km. Les gens qui connaissent Lyon, nous voyons combien de temps nous mettons. Ouais, mais par contre, nous gagnons des trains qui sont capables d'aller. Voilà. Mais justement, ça, c'est un modèle chinois. Donc, capable d'atteindre jusqu'à 603 km par heure. Voilà. Donc, bon, ça, tout le monde connaît ça, c'est un avion. Hein? Et lui-même qui est capable de voler jusqu'à 20 km. C'est-à-dire, donc, en altitude. Hein? Donc, jusqu'à, et à une vitesse de 3540 km par seconde. Maintenant, science et agriculture. Ouais, parce que là aussi, c'est extrêmement important parce que si nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas camper. Ouais. Mais maintenant, ils mettent justement la science au service de l'agriculture. Donc là, on est capable de remarquer son système d'arrosage. OK? Donc, c'est-à-dire, nous avons un domaine, non? Donc, nous ne sommes pas obligés, la pluie pas tomber pour récolter perdu. Ouais. Donc, dans le pays, ça, ou non, capable qu'il y ait l'autre épidémie, l'autre bagaille, oui, mais ce n'est pas pour de l'eau, nous pas aller perdu récolte. Donc, et là aussi, maintenant, ça, c'est un cas qui est super intéressant en Indonésie. Donc, c'est un pays producteur de riz. Maintenant, en fait, c'est au laboratoire, c'est-à-dire le gouvernement était mobilisé des chercheurs pour le dire, eh bien, moi-même, moi, j'ai besoin de variétés de riz qui pour augmenter la production. Ouais, eh bien, justement, donc, chercheurs, ils mettent au travail, donc, ils viennent avec une variété qui augmentait, si vous voulez, un rendement de 150%. Oui. Donc, c'est-à-dire, donc la question est bien évidemment pas seulement augmentation, mais tout nous travaille aussi sous une variété qui résistante au changement climatique, aux maladies et aux insectes. Donc, c'est-à-dire, connaissance là, données là. Donc, il suffit que nous gagnions des dirigeants qui gagnent volonté. Et ça, c'est peut-être pas pour demain. Maintenant, là, vous marquez. Donc ça c'est dans les villes, dans des grandes villes. Des villes comme Paris, Washington, etc. Eh bien, nous utilisons bâtiments pour produire manger. Vous voyez? Là, par exemple, c'est sous toit un bâtiment. Nous là, sur peut-être là, nous. Ouais, côté à produit, donc carottes, tout type de légumes.
Ben justement, et aussi l'Algérie, ça c'est un exemple moi-même. Donc par exemple, dans le cadre de sa stratégie agricole, l'Algérie est partie à la conquête du désert. C'est-à-dire, nous produisons manger dans le désert. Grâce à la science, à la technologie, donc nous produisons manger dans le désert. Donc la question, c'est que nous sommes capables de poser nous. Mais si nous avons toute technologie, ça, nous avons toute bagaille, ça, pour qui ça, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont mouru dans le grand goût. Ouais. Bon. La réponse, c'est à moi. Je n'ai pas la réponse. Maintenant, science et médecine. Quand on parle de médecine, justement, on doit faire référence à ce monsieur, Hippocrate, qui déjà, vers 460 avant notre ère, avant Jésus-Christ, donc qui a décrit de nombreuses pathologies, c'est-à-dire cardio-respiratoires, infectieuses, dont la peste. Je ne sais pas si vous entendez parler de maladie, ça, épidémie, ça qui a ravagé le monde. Donc, c'était la peste. Donc, juste, bon, dans la Bible, d'accord. Ok. Donc, justement, il a aussi inventé des techniques chirurgicales. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes malade ou quelqu'un étranger qui rentre, comment pour être capable de faire, retirer, traiter, tout ça, etc. Et justement, je dis, donc, moi, c'est toute médecine, c'est serment ça, et continuer, le serment. Donc, il était très vertueux, très humain, lui. Donc, justement, médecin, c'est le serment d'Hippocrate. Il a répété, je ne veux dire. C'est-à-dire que la santé, donc, c'est un bagage qui est adoué gratuite. Ouais. C'est-à-dire, l'on va arrêter l'hôpital, c'est premier bagage, c'est soin pour vous. C'est pas l'argent pour vous faire dossier. Donc, je ne vais pas venir montrer l'hôpital en urgence malade, mais si je n'ai pas l'argent pour quitter mourir. Ouais, c'est pas vocation ça, c'est pas comme ça Hippocrate lui-même était au bagage. C'est soin d'abord. Et jusqu'à maintenant, il y a des pays, des régions qui kembel vraiment, qui kembel. Vous voyez, moi, je me rappelle, je suis allé en urgence pour une infection que je fait. Et je suis allé en urgence au niveau de la gorge. Là, je suis fumé trop. Je suis en vacances à Haïti et je suis en pile barbanco, je fumais. Et puis, le mois retourné, mon infection au niveau de la gorge, je suis à l'hôpital. Mais facture, là, je viens au mois et demi après le quitter l'hôpital. Parce que le monde de l'hôpital, il va pas demander un cadre de banque, carte de crédit, non. Ouais, c'est d'abord le bon soin et ensuite, l'homme finit, donc m'exercer, je rentre la caméra, je dis, il va le voyer, demander pour me payer un mois et demi après. Donc voilà. Donc ça, c'était l'idée de Hippocrate. Donc après, maintenant c'est son disciple, son élève, Galien, d'accord? Lui, c'est 129 après Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, donc il était fait, on peut les Pergames, c'est l'actuelle Turquie. Voilà. Lui, justement, il va participer à des dissections humaines à Alexandrie d'abord, et donc il va améliorer donc ses connaissances en anatomie et physiologie, en particulier du système nerveux et de la circulation sanguine. Donc c'est justement par ces observations et ces expérimentations justement donc sur des animaux, il a ouvert la voie à ce que l'on appelle aujourd'hui la chirurgie. Donc, Andreas Vessal, donc 1514-1564, il n'a pas beaucoup vécu. Ouais. Donc c'est le plus célèbre anatomiste de la Renaissance. Donc il a corrigé justement les erreurs de son prédécesseur, Galien, et a publié une nomenclature des os, des muscles et des vaisseaux. Donc dans cet ouvrage-là, The Human Corpus Fabrica, etc. En 1500. Ainsi, il a aussi documenté, donc il a publié par la suite plus de 7 ouvrages. Donc, bon, justement là, donc j'ai parlé, donc là c'est très important, ORL, donc j'essaie de définir ici, c'est otorhinolaryngologiste,
D'accord? Donc, le parent, nous, dans le secteur de l'hôpital ORL, donc c'est ça, ça veut dire, il va l'occuper de maladies dans les oreilles, dans la gorge, dans le nez, etc. Donc, William Harvey, donc lui, c'est le père fondateur de la cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire. Donc, maintenant, par rapport justement à ses études, ses recherches, donc il fut nommé médecin-chef, puis professeur à l'hôpital Saint-Barthélemy de Londres, et par la suite, il va devenir donc le médecin du roi Charles Ier d'Angleterre. Hein, c'est pas n'importe qui. Donc là, on son médecin au président, médecin au roi, donc vraiment. Donc il faut justement le mériter. D'accord? Donc c'est lui aussi qui a décrit avec précision le rôle du cœur dans la circulation sanguine. Donc il a par là même introduit ce que l'on appelle la chirurgie cardiaque moderne. Donc, Edward Jenner, donc lui, il va inventer le terme de la vaccination. Maintenant, on va justement donc, vers ce que l'on appelle la médecine préventive. OK? Donc, avant lui, bien évidemment, donc, vous notez qu'on fait attention à ça, consommer, tout ça, etc. Mais en termes de prévention de maladies, donc, c'est à partir du 19e siècle. On a nous dit, et si nous empêcher maladie à vivre jeune monde? Donc, c'est là où on va venir avec, et ça nous relie la vaccination. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'était même noté. C'est des premières tentatives scientifiques de médecine préventive. Par exemple, on avait utilisé justement la vaccination pour éradiquer une maladie que vous appelez variole. Maintenant, monsieur ça, lui, il n'est pas médecin. Ouais, lui, pasteur. Donc, moi, c'est tout le monde qui est dans SVT, dans physique, chimie, on a dit ça au moins une fois. Donc, monsieur pas médecin. Donc, il a gagné un baccalauréat littéraire, c'est-à-dire donc, dans sciences humaines et sociales. Donc, il fait un deuxième baccalauréat en mathématiques. Par la suite, il va intégrer l'école normale supérieure, donc pas l'Université d'État d'Haïti, mais de la France. Donc là, il va étudier physique et chimie. D'accord? Maintenant, en parallèle avec sa carrière d'enseignant dans ce domaine spécifique, c'est-à-dire mathématiques, physique et chimie, donc il s'est intéressé de près au processus de fermentation et met au point une technique de conservation. Donc, c'est ce que l'on appelle la pasteurisation que nous avons utilisée jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, après, ouais, là, on va justement essayer de densifier, donc, et d'étudier des gènes pathogènes, par exemple, comme le choléra, la diphtérie et le charbon. Voilà. Donc, maintenant, Robert Koch, donc lui c'est un Allemand, donc c'est lui qui a découvert donc, du bacille de la tuberculose, donc maladie redoutable. Donc si pour les jeunes, on a comprendre que donc, la tuberculose pendant des et des décennies est une maladie incurable. Donc,